Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous accueille pour parler d'une vieille saga, oui une fois encore, mais vous le savez en ce moment c'est la période. On est dans une période de remake, préquel, sequel, requel, remaster, live action. C'est un peu la période et il y avait une saga qui pour le moment était passée un petit peu entre les gouttes. Une saga qui a presque mon âge, 25 ans. C'est la saga Scream. Or, est sorti au cinéma mercredi Scream 5 que j'ai eu le plaisir d'aller découvrir en salle. Enfin le plaisir... il faudra qu'on en discute. Avant de vous parler de Scream 5, de la même façon que je l'ai fait pour d'autres films, que ce soit Matrix ou que ce soit le dernier Spider-Man, j'avais envie de revenir avec vous sur toute la saga, puisque c'est quand même une saga qui a été assez marquante, on va dire, pour cinéma d'horreur, et qui incarne quand même quelque chose dans la culture populaire. Et en plus, c'est une saga que je n'apprécie pas particulièrement. Donc moi, je me suis replongée dedans volontairement, même si c'était pas avec enthousiasme, pour le 5e film. Donc je vous propose de faire la même chose avec moi, et puis ça m'aidera d'autant plus pour développer mon propos autour d'une vidéo sur le 5e film que j'ai vu au cinéma mercredi. Donc voilà, on se retrouve juste après le générique. Chose, petite parenthèse, vous avez pu voir après le générique que j'ai rajouté un petit advertising concernant le fait que ces vidéos ne donnent que mon avis et que ce n'est en rien un jugement moral envers des personnes qui auraient un avis différent, et ce n'est un jugement absolu. Je n'ai pas la science infuse. Je ne donne ici, comme le titre de mes vidéos l'indique, que mon avis personnel sur une œuvre. Donc voilà, je voulais ajouter un petit advertising parce que la chaîne progresse, elle fait son petit bonhomme de chemin, ce qui me fait énormément plaisir. C'est aussi nécessaire de rappeler que il faut rester respectueux en toutes circonstances et que ces vidéos ne sont que un point de vue d'une petite personne que je suis sur une œuvre qui va être exposée au regard de plein de monde, et donc forcément on ne sera pas toujours d'accord, mais voilà, j'ai voulu rajouter ça, ça me paraissait nécessaire au vu de l'évolution de la chaîne. Alors, revenons ensemble sur la saga Scream, la saga de Wes Craven qui est née en 1996 et qui est à l'origine du grand classique quel est ton film d'horreur favori, du tueur au téléphone, du tueur masqué, du Ghostface au couteau. C'est vraiment une saga emblématique, on va dire, de l'horreur des années 90, des années 2000, qui conclut toute une période hyper prolifique de l'horreur qu'on a eu dans les années 80-90, notamment avec un dialogue entre Carpenter et Wes Craven qui sont déjà amis dans la vraie vie, mais qui sont en plus des maîtres de l'horreur et qui ont pondu des films qui ont vraiment marqué la période. Donc déjà on va revenir sur Wes Craven, puisque Scream est une de ses dernières sagas, on va dire, où il n'a pas du tout le même regard que dans ses autres films, on va en parler, mais Wes Craven c'est un maître de l'horreur comme je vous le dis. En 1972, il a signé La Dernière Maison sur la Gauche, qui était un film qui personnellement me met extrêmement mal à l'aise et qui est quand même hyper bien rythmé, etc., mais qui commence à vieillir, reconnaissons-le aujourd'hui. Il a également fait en 1977 La Colline à des yeux, qui est un de mes incontournables absolus, tellement ce film me met mal et à la fois il est presque comique tant il est dans l'excès, mais j'adore La Colline à des yeux. Il a aussi signé en 84 l'énorme Les Griffes de la Nuit, avec Freddy Krueger que j'adore, un tueur qui te pourchasse dans tes rêves, et tout ce concept où tu dois absolument pas t'endormir, où tu dois rester éveillé, mais à la fois quand tu restes éveillé tu finis à un moment ou à un autre par tomber dans un espèce de sommeil parallèle si vous voulez, parce que ton esprit fatigue, etc. Enfin, ce film c'est du génie. Wes Craven c'est aussi plusieurs épisodes de la Twilight Zone, qui est une série qui sortait sur CBS il me semble dans les années 80 aux États-Unis et qui a notamment inspiré La Tour de la Terreur de Disneyland Paris. Si jamais vous vous demandiez d'où sort tout le délire Twilight Zone de La Tour de la Terreur de Disneyland Paris, c'est ça, c'est sous cette série qui passait dans les années 80. Et donc en 96, il a commencé la saga Scream. Il a continué sur 4 films, donc le premier est sorti en 96, le 4e est sorti en 2011. C'est son dernier film puisque malheureusement Wes Craven nous a quittés en 2015 et qu'il n'a pas pu continuer. Alors il avait apparemment pour projet de continuer la saga Scream et d'essayer de la faire renaître. Il n'a pas pu. Et donc il n'est pas l'auteur de ce 5e film qui est sorti mercredi en salle. C'est vraiment le papa de la saga. Et j'avais vraiment envie de revenir avec vous sur cette saga parce que c'est une saga qui a marqué un tournant de par l'approche qu'elle proposait, de par vraiment le regard qu'elle portait sur l'horreur et le renouveau qu'elle apportait dans l'horreur aussi, un peu la renaissance du slasher.
et à la fois c'est une saga que moi je n'apprécie pas particulièrement. J'aime bien le premier film, oui, mais je la porte pas dans mon cœur. C'est intéressant de revenir avec vous là-dessus et de revenir sur l'évolution de ces 4 films, l'évolution de cette saga, le message qu'elle a porté parce qu'elle est quand même très importante. La saga Scream, c'est une saga d'horreur de type thriller, donc avec une enquête, une démarche un petit peu de recherche, who do it, le fameux qui est derrière tout ça. Et aussi c'est un genre qu'on appelle le genre slasher, c'est-à-dire c'est un genre relativement violent, avec des armes, du sang, de l'hémoglobine. C'est un genre qu'on retrouve dans Halloween, c'est un genre qu'on retrouve dans Vendredi 13, donc ce côté, le tueur masqué qui massacre. Et qui massacre selon des codes, la blonde a moins de chances de survie que la brune, les amoureux toujours se méfier des couples. Le code du slasher, c'est des films qui sont assez efficaces, qui sont typiques des années, on va dire, 80. Là, un petit peu dans quoi s'inscrit la saga Scream. Au niveau du synopsis, Scream, ça se passe dans une ville qui s'appelle Woodsboro. Et donc à Woodsboro, un tueur qui porte un masque de fantôme, le fameux Ghostface qui est maintenant extrêmement célèbre, se met à massacrer un groupe d'amis, les uns après les autres, au couteau. On n'arrive pas à savoir qui est derrière tout ça. Et donc scénario, c'est-à-dire la ville de Woodsboro, un tueur masqué avec le masque de Ghostface qui massacre au couteau un groupe d'amis, c'est le synopsis qui va suivre toute la saga du premier jusqu'au 5e d'une manière générale, avec quelques exceptions et quelques nuances en fonction des films. Globalement, on est toujours sur la même intrigue, un tueur qui massacre un groupe d'amis avec le masque du Ghostface et il faut trouver qui c'est, et là c'est tout le monde est suspect et on va avançant dans le film essayer de découvrir les mystères, secrets, etc. qui se passent derrière de façon rythmée avec de temps en temps un petit meurtre, un petit peu voire beaucoup de sang, de la violence, du stress, de l'angoisse et l'image à la Wes Craven qui est assez quand même oppressante. Donc voilà un petit peu ce que c'est que la saga Scream sur le principe général. Comme je vous l'ai dit, il y a 4 films qui sont sortis. Le premier sort en 96, le second en 97, donc les 2 premiers sont vraiment à la suite. Le troisième sort en 2000 et le 4e sort en 2011. Donc on voit que plus la saga continue, plus les films mettent du temps à se suivre. Les 2 premiers fonctionnent vraiment diptyques, ils fonctionnent très bien ensemble, en tout cas de mon point de vue. Les 2 autres, c'est un peu moins ça, mais on va revenir dessus puisqu'en fait chaque film propose vraiment quelque chose et essaye de continuer ce qui avait déjà été annoncé et tenté par le premier en tout cas. Alors le premier film, celui de 96, s'inscrit vraiment comme une espèce de parodie satirique qui parle aux fans de l'horreur. On est en 96, on a une grosse période film d'horreur qui s'est étalée sur toutes les années 80, on a une grosse proportion de fans, notamment jeunes adolescents et jeunes adultes qui sont pétris de ce monde de l'horreur. C'est une génération qui a grandi avec ces films d'horreur. Et donc là, ce film Scream, c'est une sorte de film qui parle aux fans et qui va décortiquer ce qu'est un film d'horreur, c'est-à-dire que le film lui-même se veut comme une sorte de regard sur l'horreur et sur ce qui se fait à ce moment-là et sur les codes de cette horreur, puisque les personnages du film sont eux-mêmes de grands connaisseurs de films d'horreur et essayent de décortiquer ce qui leur arrive en fonction de ce qu'ils connaissent de Halloween, de La colline à des yeux, de La dernière maison sur la gauche, de Vendredi 13, etc. Le film, donc le premier Scream, est d'ailleurs bourré de références. On fait référence à L'Exorciste, on fait référence à Evil Dead, on fait référence à Carrie, on fait référence à Psycho, c'est-à-dire on fait vraiment, c'est un film de référence qui parle aux gens qui connaissent tous ces films-là, qui parlent à cette jeunesse-là, et qui est à la fois dans une certaine forme de satire, presque d'humour un petit peu cynique, genre on sait comment ça marche. Et d'ailleurs, les personnages sont dans cette attitude-là. On sait comment ça marche. Ils se réunissent, ils se disent, bon, qu'est-ce qu'il faut pas faire? Il faut pas dire je reviens tout de suite. Quand tu dis je reviens tout de suite, tu reviens pas. Il faut pas se séparer. Il faut jamais séparer. Faut jamais monter à l'étage quand tu fuis le tueur. Après, tu te retrouves coincé, tu meurs. C'est-à-dire, c'est tout ce que nous, on se dit quand on regarde un film. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il s'en va tout seul? Tu sais qu'il va mourir, il s'en va tout seul. Donc, en fait, les personnages eux-mêmes, ils ont ce regard de spectateur par rapport à ce qui leur arrive. Et ça, c'est super intéressant. Et c'est super croustillant, en fait, parce que au final, ce que l'on prend plaisir à regarder dans Scream, c'est pas réellement l'enquête ou le côté horreur. Personnellement, je trouve pas que le film fasse particulièrement peur. Il y a quelques plans un petit peu serrés, classiques, du coup, du film de Wes Craven qui sont intéressants, des musiques un petit peu qui font monter la tension. Mais c'est surtout le côté, ces personnages-là, dans le film, c'est nous. Ces personnages-là sont des spectateurs, sont des consommateurs de films d'horreur, donc ces personnages, en fait, c'est nous. Et ce qui leur arrive, ça pourrait leur arriver à nous. On a une sorte de rupture du 4e mur dans le sens où le personnage du film et le viewer, le spectateur,
sont un petit peu la même personne. Et on commence à confondre un petit peu les genres. Tout se mélange et alors il y a à la fois une critique des films qui seraient un peu toujours la même chose, se font référence toujours entre eux, etc. Mais il y a aussi ce côté, vous, spectateurs et moi, on va jouer. Et allez, dis-moi quel est ton film d'horreur préféré. Les fans d'horreur parlent aux fans d'horreur. Et ça, c'est super original, c'est super intéressant, et c'est ça qui va faire le succès du film à l'époque, parce que c'est différent. Et c'est plaisant, c'est agréable de regarder ça, parce que t'es un fan d'horreur, il y a plein de rêves sur des films que tu connais, et justement au moment où le mec il va se séparer, tu te dis mais non ils vont pas se séparer, et lui il dit ah oui mince il faut jamais se séparer, c'est à ce moment-là que le tueur attaque. Du coup c'est super sympa. Sur fond de, bon bah, qui est le tueur, essayons de deviner, donc petite enquête, petit thriller, et puis du sang, de l'hémoglobine, parce que c'est ce qu'il faut. Après maintenant, le film ne fait pas particulièrement peur, et le slasher, le style slasher, c'est pas un style qui personnellement me plaît particulièrement. En plus, il faut aussi reconnaître que c'est pas forcément ma génération, pas réellement apprécié le film tel qu'il était quand je l'ai découvert, parce que bah, j'avais pas forcément vu tous les classiques du genre avant, et puis voilà, ces codes-là ne me parlaient plus, parce que y a un autre film d'horreur qui s'est développé, le film d'horreur des fins des années 2000, années 2010 dont on parlera plus tard, qui est un petit peu différent. Le slasher n'était pas aussi prédominant par la suite, donc moi quand j'ai découvert Scream, forcément ça n'a pas eu le même impact. Du coup c'est pas une saga qui me parle de la même façon. Mais il faut quand même reconnaître l'originalité et l'intérêt de ce que développe Wes Craven dans ce film, qui est super pertinent. Quand même, c'est... Voilà, je vais vous parler à vous. Vous et moi, on sait comment ça fonctionne un film d'horreur. Donc vous et moi, on va se marrer ensemble, on va passer un bon moment. En plus, derrière, on met quand même un casting qui va d'ailleurs rester les 4 et même le 5e film. Donc, on met quand même un casting assez porteur. On a Neve Campbell qui joue Sidney Prescott. Sidney fucking Prescott, as you know. On a Gale Weathers qui est jouée par Courtney Cox. Donc pareil, même une grande figure. On a Dwight Riley qui lui est joué par David Arquette. Ceux-là, ce sont vraiment les 3 personnages centraux du casting qui vont être conservés dans toute la saga et qui portent un petit peu la saga, qui en sont les figures, les incarnations les plus puissantes. Surtout Sidney Prescott qui va devenir vraiment l'héroïne par excellence des Scream et qui va devenir une espèce d'incarnation presque féministe après par la suite. Enfin, il va y avoir vraiment toute une construction qui va se faire autour de ce personnage. Mais on a quand même un casting qui est assez fort. On a aussi des musiques qui vont devenir très classiques et qui vont être réutilisées ensuite dans tous les autres films de la saga, qui sont des musiques de Marco Beltrami, qui vont être réutilisées, donc comme je vous dis, dans toute la saga. Et en plus de Wes Craven à la réalisation et aussi, surtout, à la scénarisation, on a Kevin Williamson qui va l'accompagner dans tous les Scream, le 1, le 2 et le 4, sauf le 3. On a une équipe et un casting, fonctionnement qui va rester assez cohérent sur toute la saga, qui est déjà assez fort dans le premier et qui va permettre également de créer une vraie identité à cette saga. Il y a surtout ce côté, cette identité d'un film qui est extrêmement, comme on dit maintenant, métaphysique, donc en gros bourré de références, qui se lie avec plusieurs degrés de lecture et qui a un côté un petit peu regard critique sur le cinéma, regard critique sur le film lui-même, sur le spectateur, sur la relation entre réal et spectateur. Donc il y a vraiment cette volonté d'être plutôt dans un message, dans un dialogue avec le spectateur, plutôt que d'être seulement dans j'écris un film, j'écris une histoire qui va être offerte au regard du spectateur. On cherche à avoir une communication, des messages qui passent, un dialogue avec le spectateur et le consommateur. Ça c'est vraiment le fondement de ce qu'est Scream, en tout cas le premier. Un an après la sortie du premier Scream sort Scream 2 et donc les deux premiers sont vraiment très liés. Pour moi il y a vraiment fort diptyque entre les deux premiers qui est moins évident dans les suites en tout cas. Pousse le concept encore plus loin puisque les événements de Scream 1, le film, sont dans Scream 2 sortis en film. Un film qui s'appelle Stab. Donc en gros ce que nous on a vu à l'écran dans Scream 1, les personnages de Scream 2 le connaissent comme un film qui s'appelle Stab. Et donc ça pousse le truc mais à un niveau métaphysique encore plus élevé puisque c'est-à-dire que dans Scream 2, on voit des extraits du film Stab qui reprend les mêmes scènes que Scream 1 mais avec d'autres acteurs mais qui reprend les mêmes choses. Donc là, on arrive quand même sur un mindfuck déjà relativement élevé. En plus, on ouvre le second film sur, du coup, Stab est au cinéma. Tous les gens sont déguisés en Ghostface, donc tous les fans se sont déguisés en Ghostface pour aller profiter de la sortie de Stab au cinéma. Mise en abîme dans la mise en abîme. Au moment où un des meurtres de Stab a lieu au cinéma, qui est un des meurtres de Scream 1, mais qui est donc dans le film Stab, je sais pas si vous me suivez, le même meurtre
selon le même mode opératoire, va avoir lieu dans la salle et les gens vont penser que c'est un événement promotionnel. On rentre dans un nouveau degré de message, c'est-à-dire on parle plus seulement aux fans de films d'horreur en mode hey, les gars, discutons, tu connais les codes, je connais les codes, on va se taper un kiff ensemble. Là c'est carrément, il y a une autre dimension qui arrive, c'est la dimension du fanatisme, de la fanatisation d'un contenu qui est le film et tout un message sur Hollywood, sur les studios, la marchandisation de l'œuvre cinématographique, sur ce qu'elle devient entre les mains de ses fans, entre les mains de ses spectateurs, le côté l'œuvre appartient autant à celui qui la réalise qu'à celui qui la regarde, chacun apporte sa pierre à l'édifice, vraiment extrêmement mindfuck, et donc une fois encore, on va avoir un tueur masqué, un groupe d'amis, il va falloir trouver qui est le tueur, mais on a ce nouveau paramètre avec cette dimension des fans, du cinéma, du réal, de Hollywood, des studios, de faire de l'argent, etc. sur un événement qui, du coup, les événements de Scream se sont vraiment passés. C'est-à-dire qu'ils se passent dans le film, mais ils sont inspirés de ce qui s'est vraiment passé à Woodsboro. Donc c'est vraiment une mise en abyme de plus en plus profonde en fait. Honnêtement, je trouve que c'est plutôt une bonne suite. À présent qu'on commence, pour moi, à dépasser les limites de la logique, c'est-à-dire qu'on va encore plus loin dans la violence et surtout, on se retrouve sur des meurtres en plein jour, dans des endroits ouverts, etc. Et c'est là que pour moi, on perd... Enfin, il n'y avait pas vraiment de réalisme, mais moi, on commence à me perdre puisque... Je suis plutôt attachée à des films d'horreur, à messages qu'on va plutôt connaître du coup dans les années 2000-2010 qui ont une certaine portée presque terrifiante parce que plausible. Là, on n'entre plus pour moi dans le plausible, c'est-à-dire que le délire part peut-être un petit peu trop loin pour moi. En plus, le côté méta, je l'ai déjà expliqué dans Matrix, c'est quelque chose qui quand c'est trop poussé, quand ça part trop loin, personnellement, ça m'attire plus vraiment. Donc, je trouve que c'est une très bonne suite, mais là où Scream 1, je le trouvais sympathique, Scream 2, au final, il apportait quelque chose en plus, mais il commençait à être répétitif et il perdait de sa plausibilité, on va dire. Et là, on commence à me perdre. Et à Scream 3 et Scream 4, là, moi, je suis out of business. C'est pas déjà une saga que je porte dans mon cœur, et alors, quand on commence à aller trop loin, j'étais plus là. Mais je peux vraiment comprendre l'engouement et les fans qu'il y a autour de cette saga parce qu'elle a proposé quelque chose de vraiment nouveau et un regard vraiment très intéressant sur l'horreur à cette époque-là. 3 ans plus tard, en 2000, va sortir Scream 3. Alors cette fois-ci, Scream 3, c'est celui qui serait marqué soi-disant par le no rule, alors que les deux premiers étaient basés sur le fait que y a des règles dans l'horreur et que c'est grâce à ces règles et en les exploitant correctement qu'on peut essayer de survivre. Là, on part sur le no rule. Au niveau du 3, là où ça devient encore plus méta et encore plus profond, c'est que entre-temps, Stab 2 est déjà sorti. Et là, on en est au tournage de Stab 3. C'est-à-dire que les films dans les films sont en avance sur le film. Me suivez-vous? Les Stab sont en avance sur les Scream, alors que les Stab sont censés être la transcription dans l'univers du film de ce que nous, on voit au cinéma. C'est-à-dire que l'univers du film est en avance sur nous. Stab 3 est en production, alors que les événements de Scream 3 n'ont pas encore eu lieu. Là, on va rentrer dans un nouveau truc. Alors cette fois-ci, on n'est plus vraiment à Woodsboro, on va être sur les lieux de tournage qui reproduisent Woodsboro pour le Stab 3. Donc on est dans une sorte de Woodsboro un petit peu en carton avec toutes les pièces inutiles qui n'existent pas, des portes qui mènent sur rien. On est dans des décors et pas vraiment dans la ville originelle, mais à la fois la ville originelle est un décor puisque c'est un film, donc vraiment dans une sorte d'énorme mise en abîme, de la mise en abîme, de la mise en abîme, de la mise en abîme, toi-même tu sais, parce que ça commence à devenir mindfuck et j'ai vraiment l'impression de très mal expliquer le délire. Si vous avez vu le film, j'espère que vous me suivez. En plus, les acteurs du film Scream ont des acteurs du film Stab. Donc c'est-à-dire, par exemple, Courtney Cox va avoir son elle dans les films Stab avec son actrice. Et donc en fait, les personnages ont comme des doubles à l'écran. Et alors du coup, au niveau des meurtres, il va falloir... Enfin, est-ce que c'est les doubles? Est-ce que c'est les personnages originaux qui sont pourchassés? Qui est? Parce qu'on est encore sur le who do it. Donc on est encore sur qui est le tueur, évidemment. Comme toujours, groupe de gens, tueur masqué, Ghostface, couteau, massacre, slasher, blood. Qui fait quoi? Cette fois-ci, soi-disant, il y a le no rule, mais on va quand même essayer de découvrir qui est le tueur. On devient encore plus méta, évidemment. On creuse encore plus la mise en abîme de la mise en abîme de la mise en abîme de la mise en abîme. Moi, à ce moment-là, vous m'avez perdu parce que ça devient excessif. Et en plus, à partir de 3, que je trouve que qui est le tueur devient super obvious. Au bout de 20 minutes de film, tu te doutes. Et plus on va avancer, par exemple, ensuite dans le 4,
plus ça devient de suite obvious qui est le tueur. Ce que je trouve un petit peu agaçant, puisque du coup le principe du thriller passe complètement à la trappe. Le seul principe qui reste au final, c'est cette volonté d'être dans le méta, dans la mise en abîme, le message dans le message du message, le message du on se parle, Enfin, là ça devient un petit peu trop mindfuck pour moi, mais bon, on creuse encore un nouveau paramètre qu'on n'avait pas encore abordé, le fait que le film soit un film dans le film et qu'on soit dans les décors du film du film. Vous me suivez? Je trouve que j'ai des phrases qui ne veulent rien dire, c'est pas possible. C'est une saga qui est super difficile à expliquer, je trouve. C'est aussi probablement parce que c'est pas une saga que je porte dans mon cœur. Peut-être que j'arrive pas à vous transmettre vraiment l'essence du film, à réexpliquer pour essayer de montrer ce que la saga fait. Je trouve ça assez complexe. Dans tous les cas, on est encore sur du rêve, de la citation, sur de la citation. On fait référence à plein de films. On est dans les années 2000. Le slasher, même s'il a été un petit peu ressuscité, on va dire, par Scream, en tout cas revalorisé par Scream en 96, le slasher est en train de se perdre au profit d'une plus grande diversification dans l'horreur. On va commencer à proposer de nouvelles choses. Et donc, le message est plus vraiment très clair. Moi honnêtement, à partir de ce moment-là, je sais plus exactement où veut aller la saga. Donc il y a un sentiment d'être un petit peu à bout de souffle à ce moment-là. Mais je dois reconnaître très sincèrement que même si je n'adhère plus à l'idée de la saga, ça continue à être quand même assez bien ficelé, assez bien conçu. On sent qu'il y a quand même un mastermind autour de tout ça qui arrive à penser, repenser et re-repenser sa saga pour essayer d'apporter quelque chose, une profondeur supplémentaire, ouvrir une porte de plus, mettre un tableau dans le tableau dans le tableau. Donc il y a quand même quelque chose de super intelligent et de super malin derrière tout ça. Wes Craven se creuse les méninges de ouf pour faire vivre sa saga. Donc c'est vraiment, vous savez, c'est les poupées russes quoi. C'est-à-dire que le premier film c'est la première poupée et puis à chaque fois il arrive à en rajouter une autre. Et il y a aussi un style très début des années 90 se fait un peu vieux on va dire. Et puis il y a des critiques qui commencent à fuser. Le casting original qui est constamment et toujours là. Au final, même si on essaye de renouveler en rajoutant une couche à chaque fois, les films se terminent toujours un peu de la même façon et les films racontent toujours un peu la même chose. Et ça commence à devenir redondant, ça commence à gronder chez les fans. Et du coup, bon, le 3 va pas être non plus ultra bien reçu. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il va y avoir une pause de 11 ans entre Scream 3 et Scream 4 qui sort en 2011. En 2011, Wes Craven fait le pari de proposer un 10 ans après, pas seulement 10 ans après dans les salles pour nous, mais aussi 10 ans après dans ce qu'il s'est passé à Woodsboro pour ses personnages. Et il faut savoir, parenthèse, que ce sera par ailleurs son dernier film, donc le dernier film de Wes Craven. C'est intéressant d'ailleurs qu'il finisse sa carrière sur cette saga. Non, clairement pas un de ses meilleurs films. Mais bon, le dernier match c'est pas forcément le meilleur, hein, il faut le reconnaître, le dernier match d'une carrière c'est pas forcément toujours le meilleur. On est toujours dans un regard très sarcastique du cinéma, le cinéma qui évoluait, et le slasher est un petit peu devenu, c'est un petit peu invisibilisé dans cette grande diversité de l'horreur qui est proposée dans les années, on va dire, 2000 jusqu'à 2010, 2012, etc. Wes Craven va dans son film proposer un regard là-dessus et va en plus intégrer à l'univers de Scream les nouvelles technologies, c'est-à-dire l'ordinateur, le téléphone, les réseaux sociaux qui se sont développés et qui ont pris de l'ampleur entre-temps et qui n'apparaissaient donc pas dans les premiers Scream. Avec un regard presque de vieux daron dépassé, on va dire. Il va critiquer par exemple dans son film Saw parce que ce serait juste de la violence gratuite un petit peu voyeuriste, alors que justement Saw va être la saga des années 2000 qui va marquer cette génération-là avec un retour vers le gore intense qu'il va y avoir dans les années 2000 particulièrement. Critique également, mais c'était quelque chose qu'il faisait déjà, le manque d'imagination des studios qui font des remakes sur remakes. Les années 2011, c'est le début de ce que l'on vit actuellement de façon beaucoup plus poussée, beaucoup plus extrême dans les années 2020. Ce creux, on va dire, dans le cinéma qui fait qu'on vit surtout du remake et du revival de vieilles sagas qui datent des années, on va dire, fin des années 70, début des années 80 jusqu'à 2000, qui ont vraiment marqué un gros boom du cinéma avec beaucoup de diversité, de nouveautés, quelque chose d'assez frais. Les années 2010 qui s'essoufflent au niveau créativité vont essayer de se nourrir, on va dire, de ça. Bon, c'est le début du retour des Star Wars, c'est le début du Disney live action, des Disney qui vont faire des suites, etc. Donc on est vraiment dans ce move-là qui est en train de s'initier et Wes Craven va le critiquer. Après, la critique d'Hollywood, la critique de l'industrie, etc. c'est quelque chose qu'il faisait déjà dans les autres Scream, donc c'est pas particulièrement original, c'est juste que la critique et le message évoluent puisque en 10 ans le contexte a pas mal évolué. Donc là encore, on est de retour à Woodsboro, les personnages ont commencé un petit peu à faire leur vie, mais retour du tueur au masque, retour du couteau, retour du slasher, blood, hémoglobine, meurtre, who do it, ça c'est toujours le même schéma, toujours très classique.
Mais cette fois-ci, notre tueur cherche à devenir une star du web, puisque même en n'ayant aucun talent, si tu saisis un petit peu quelque chose qui marche, tu peux réussir à devenir quelqu'un de connu et de reconnu sur le web. Et quoi de mieux que d'aller se saisir du coup de l'histoire originale des films Stab. Les films Stab existent toujours dans l'univers des films, à l'intérieur des films Scream. Et donc quoi de mieux que se saisir de Stab, qui est une grande saga dans ce monde-là, pour essayer d'un petit peu se faire connaître. Une saga qui d'ailleurs s'est un petit peu perdue, puisqu'on en est au Stab 6 ou Stab 7 je crois dans Scream 4. Et la saga part un petit peu dans tous les sens, surtout sur le regard qui est porté sur Stab dans Scream 4, que vient cette espèce de critique de l'industrie qui essaye de vivoter sur de vieux succès sans vraiment renouveler, ou alors en les abîmant. Règle numéro 1 du remake, on ne déconne pas avec l'original, c'est ce message-là qu'on passait déjà, on va dire, dans Scream 3, mais qui passe particulièrement dans Scream 4, et c'est sur ça qu'insiste Wes Craven. Donc son tueur au masque, son Ghostface veut devenir une star du web, il va y avoir l'enquête comme d'habitude, il va y avoir du meurtre comme d'habitude. On gagne encore en violence, je trouve, en violence un petit peu gratuite, des scènes un petit peu improbables. En plus, on a un humour qui est un petit peu lourd, avec notamment le meurtre où une des victimes dit « Attends, je suis gay » parce que soi-disant dans les règles, tu peux pas tuer un personnage gay. Ou le moment où le shérif critique Bruce Willis parce que dans les films de Bruce Willis, il fait croire que le shérif s'en sort toujours. Ça devient lourd, c'est pas fait de façon très fine, enfin c'est pas particulièrement fin Scream, mais c'était fait de façon plus intelligente et c'était amené de façon plus intelligente. Là je trouve que le film 4 est très lourd sur l'humour, sur les refs, et puis sur ce côté voilà, l'ancien qui regarde le monde d'aujourd'hui et qui n'y voit rien, qui n'y voit que du mal et que du remake de ce qui se fait déjà. Un côté un petit peu aigri, je trouve, dans ce film. Je pense pas que Wes Craven était particulièrement aigri, mais je trouve que ça se ressent dans le film, qu'il y a un côté un petit peu, peut-être qu'il n'a pas su évoluer avec son temps, ou peut-être qu'il ne sait pas apprécier ce que les nouvelles générations apprécient dans ce nouveau monde de l'horreur. Mais voilà, il y a un côté jugement de l'ancienne génération sur la nouvelle que moi personnellement j'ai pas particulièrement apprécié. Un petit peu ça, Scream 4, alors moi de tous ceux de la saga, je parle pas du 5 puisqu'on en parlera plus tard, mais de ces 4 films c'est celui que j'apprécie le moins, puisque je trouve que c'est celui qui s'imbrique le moins bien avec les autres et qui a le plus de relents de réchauffer, on va dire. Reste un film qui s'inscrit quand même dans la même logique que les précédents et qui va clôturer, en tout cas pour Wes Craven, malheureusement pour lui, puisqu'en 2015, comme je vous l'ai dit, il décède, qui va clôturer pour lui ce qu'est la saga Scream. Là encore, au niveau des fans, il va y avoir une réception relativement partagée. Là encore, le cast original est toujours présent. Au final, le scénario, c'est toujours le même. Ça finit quasiment toujours de la même façon. Ça commence quasiment toujours de la même façon. Oui, les messages sont pas forcément les mêmes. Et encore, le temps évolue, mais au final, le côté méta, c'est toujours le même depuis, on va dire, Scream 2. C'est-à-dire que c'est un film dans un film dans un film, la mise en abîme de la mise en abîme pour critiquer ce que cette mise en abîme reflète de notre réalité. Et au final, pas plus. Il n'y a pas plus, et là, on sent que la saga est quand même énormément à bout de souffle. Je considère quand même hyper important de revenir sur la saga Scream parce que c'est une saga qui a apporté quelque chose, qui a marqué quelque chose, mais qui à un moment a un peu trop flirté avec le scary movie en fait. C'est-à-dire que Scream, il y a des moments, Scream se confond avec du scary movie, c'est-à-dire on ne sait plus si le film se moque tellement du film qu'il en devient une parodie de lui-même. Je pense que c'est une saga qui s'est perdue, qui partait d'un bon intérêt mais qui aurait pas dû être continuée, pas aussi longtemps, pas autant. Pour moi les 2 premiers sont vraiment bien, les 2 premiers fonctionnent vraiment bien entre eux. Le 3 passe encore, le 4 c'était excessif. Et puis dans tous les cas, comme je vous le dis, ma vision sera forcément pas extrêmement neutre, de toute façon c'est pas le but, parce que c'est pas une saga que je porte particulièrement dans mon cœur. Je reconnais vraiment l'originalité et l'intérêt du premier. Je peux le re-regarder avec pas un plaisir immense, hein. Si j'ai le choix je regarderai autre chose. Je peux le re-regarder, je le trouve toujours assez sympathique même s'il a pas très bien vieilli. Mais voilà, disons que la saga au grand complet, là avant de retourner voir Scream 5, je me suis refait le 1. Mais par contre les autres, j'ai regardé des résumés, j'avoue. Je pense qu'avoir vu le 1 c'est bien. Je trouve ça sympa de revenir avec vous sur l'intégralité de la saga, d'autant que du coup, le 5, Scream tout court, puisque le Scream de 2022 s'appelle juste Scream, il s'appelle pas Scream 5, mais c'est le 5 quand même, c'est le 5e de la saga. Puisque le 5 qui est sorti mercredi et que j'ai vu nécessite, je pense, un petit retour sur, du coup, le passif de la saga, pour que vous compreniez réellement mon avis, que je vous donnerai dans une autre vidéo, puisque celle-ci est déjà très longue, pour que vous compreniez réellement mon avis sur le 5e, je pense qu'il était intéressant de faire un petit retour sur comment a évolué le concept de Scream, et aussi de comprendre que le réal original n'est plus présent, donc ce Scream va au moins être un Scream hommage
au pire être un ajout ou un remake de ce que quelqu'un a déjà fait et a déjà pas mal usé. Parce qu'il faut reconnaître que le concept Scream a quand même déjà été pas mal usé. On en a 4. Est-ce qu'il en fallait vraiment un 5e? La réponse dans ma vidéo avis sur le 5. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Je m'excuse si j'ai une voix un petit peu prise. Je suis un petit peu malade, je préfère m'excuser. En tout cas, ça me fait très plaisir d'être revenue avec vous sur cette saga et j'ai très hâte de vous donner mon avis sur le 5e film que j'ai vu mercredi. Dans tous les cas, comme d'habitude, je vous remercie pour votre soutien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, je vous remercie d'être là, je vous remercie pour nos échanges en commentaire et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages et on se retrouve très vite pour mon avis sur Scream 5.